Bienvenue sur la chaîne Traces perdues. Préparez-vous pour un récit où la réalité dépasse l'entendement, une plongée au cœur d'un drame qui a glacé le Québec au début de l'année 2024. Avant de commencer, si vous êtes passionné par les enquêtes criminelles et la recherche de la vérité, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer ce travail d'investigation. L'hiver au Québec possède cette capacité unique de figer le temps sous une chape de plomb et de glace. Mais en ce mois de janvier 2024 à Granby, dans les cantons de l'Est, le froid n'était pas seulement météorologique. Il était devenu le témoin silencieux d'une tragédie humaine qui allait secouer les fondations même du système judiciaire de la province. Le 5 janvier, alors que les familles rangeaient encore les derniers vestiges des fêtes de fin d'année, la police de Granby recevait un appel pour une vérification de bien-être au 216 de la rue Elgin. Ce qui semblait être une intervention de routine allait se transformer en la découverte du premier féminicide de l'année. À l'intérieur de cet appartement, le corps sans vie de Chloé Lauzon-Rivard, une femme de 29 ans, dont le métier était de prendre soin des plus vulnérables, gisait dans un silence assourdissant. Ce n'était pas une mort naturelle. Les marques de violence étaient apparentes, brutales, ne laissant aucune place au doute. L'enquête qui s'ensuivra révélera une faille systémique béante, un suspect déjà connu des services de police et une famille plongée dans une attente déshumanisante. Voici l'anatomie d'une tragédie, une analyse criminologique et humaine du cas Chloé Lauzon-Rivard. La rue Elgin, d'ordinaire paisible, est devenue en quelques heures le centre névralgique d'une opération policière d'envergure. Il est 20h ce vendredi soir-là, quand les premiers intervenants franchissent le seuil de l'appartement. La scène qu'ils découvrent est celle d'un chaos silencieux. Chloé est là, inanimée. Pour les policiers de Granby, l'évidence s'impose immédiatement. Le périmètre doit être sécurisé. Dans l'économie d'une enquête criminelle, les premières heures sont une richesse inestimable. Chaque minute perdue est un gain pour le coupable. Mais ici, le temps avait déjà joué contre la justice. Ce que les enquêteurs ne savent pas encore, c'est que Chloé ne respirait plus depuis déjà 3 jours. Entre le moment de son dernier souffle, le 2 janvier, et la découverte de son corps le 5, un gouffre de 72 heures s'était creusé. 3 jours durant lesquels l'appartement de la rue Elgin est devenu un tombeau, tandis qu'à l'extérieur, la vie continuait son cours, ignorante de l'horreur. Chloé Lauzon-Rivard n'était pas qu'une statistique de plus dans la sombre comptabilité des féminicides. Elle représentait cette richesse humaine faite d'empathie et de dévouement. Préposée aux bénéficiaires, elle consacrait ses journées à l'économie du soin, veillant sur les personnes âgées avec une patience que son père, Gilles Rivard, qualifiait de combattante. Elle était celle qui donnait sans compter, privilégiant le bien-être des autres, au détriment parfois de son propre confort financier. Dans le profilage criminologique, Chloé correspondait à ce que les experts appellent la victime bienveillante. Son altruisme, bien que constituant sa plus grande force, a pu occulter les signaux d'alarme dans sa vie privée. Elle croyait en la rédemption, en la capacité de soutenir ceux qui vacillent. Elle partageait sa vie depuis environ 3 ans avec Michael Dugas-Farcy, un homme de 32 ans, déjà père de 2 enfants qu'elle adorait comme les siens. Pour l'entourage, rien ne laissait présager l'irréparable. Pas de cris, pas de grands éclats, juste les petites chicanes habituelles d'un couple, dissimulant peut-être une dynamique de contrôle coercitif beaucoup plus sournoise. Dès la découverte du corps, la machine policière s'accélère. La Sûreté du Québec, la police provinciale, reprend le dossier des mains de la police locale, signe de la gravité extrême des faits. Un nom circule déjà sur toutes les ondes radio, Michael Dugas-Farcy. Il est introuvable à Granby. Le suspect a pris la fuite, cherchant sans doute à maximiser ses gains de distance avant que l'alerte ne soit donnée. Son trajet témoigne d'une fuite désespérée vers le nord-est. À 22h30, soit à peine 2h30 après que le corps de Chloé a été trouvé, le filet se referme. À Laurier Station, dans la région de Chaudière-Appalaches, à plus de 150 km du lieu du crime, les gyrophares déchirent la nuit. Dugas-Farcy est intercepté sur l'autoroute 20. L'homme est dans un état d'agitation extrême. Lors de sa première comparution par téléphone le lendemain,
puis par visioconférence le 8 janvier, le contraste est saisissant. Cet homme qui a fui sur des centaines de kilomètres s'effondre en larmes devant la caméra de la cour. Une émotion qui pose question. Est-ce le regret sincère, la peur des conséquences financières et juridiques d'un tel acte ou une simple mise en scène pour la galerie judiciaire? L'arrestation rapide a été un gain tactique majeur, mais elle n'était que le prélude à un marathon administratif et judiciaire qui allait s'avérer cruel pour la famille Rivard. Pour Gilles, le père de Chloé, le cauchemar ne faisait que commencer. La bureaucratie, dans sa froideur systémique, allait porter des coups aussi violents que le crime lui-même. Imaginez recevoir une simple lettre, un document administratif du directeur de l'état civil, vous informant froidement que votre fille n'est pas morte le jour où on l'a trouvée, mais 3 jours plus tôt. C'est inhumain, dira-t-il plus tard. Cette information cruciale, qui modifie toute la perception de la souffrance de la victime, aurait dû être transmise avec humanité, de vive voix. Au lieu de cela, elle est devenue une simple mise à jour dans un dossier, une économie de mots là où une présence humaine était vitale. De plus, l'accès au corps de Chloé est resté bloqué pendant 7 jours. Une éternité pour un père qui veut simplement dire adieu. Le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal, submergé par les dossiers, ralentit la cadence, imposant une attente insupportable. Pour la famille Lauzon-Rivard, chaque jour de retard est une érosion de leur dignité. Ils sont confrontés à un système qui semble avoir perdu de vue la victime pour ne se concentrer que sur la procédure. La richesse d'une vie ne se résume pas à un rapport d'autopsie, mais pour la justice, Chloé était devenue une pièce à conviction, un élément dans une équation juridique complexe. Pourtant, le passé de Michael Dugas-Farcy aurait dû être un signal d'alarme. En 2021, il avait déjà fait face à la justice pour des accusations de violence conjugale. L'issue de ce procès, un acquittement. Dans le système judiciaire, un acquittement signifie que la culpabilité n'a pu être prouvée hors de tout doute raisonnable, mais cela n'efface pas les comportements. Cet échec du système à protéger Chloé ou toute autre femme potentiellement en danger est au cœur du débat sur les féminicides au Québec. Si l'on investit des millions dans l'économie de la prévention, comment un homme déjà signalé peut-il se retrouver libre de toute surveillance, sans aucun suivi psychologique ou probatoire? L'acquittement a agi comme un permis de retour à la normale, une normalité qui a finalement conduit à la rue Elgin. Aujourd'hui, alors que nous analysons ces faits, Michael Dugas-Farcy fait face à une accusation de meurtre au second degré. Un choix de la couronne qui suggère une intention de donner la mort sans pour autant avoir la preuve d'une préméditation longue et réfléchie. C'est le crime d'une explosion de violence, d'un passage à l'acte impulsif mais définitif. Mais entre les murs de la prison et les bancs du tribunal de Granby, le temps s'est arrêté. Les reports se succèdent, les avocats changent, la maladie s'en mêle, et pendant ce temps, Gilles Rivard attend. Il attend que la justice lui rende non pas sa fille, mais au moins une réponse. Une réponse sur ces 72 heures de silence, sur ces marques de violence et sur pourquoi, dans une province qui se targue de lutter contre la violence faite aux femmes, Chloé a été laissée seule face à son bourreau. L'impact économique et social d'un tel crime dépasse largement le cadre familial. C'est toute une communauté, celle des préposés aux bénéficiaires, celle des citoyens de Granby qui se sent appauvris par cette perte. La sécurité est un bien public dont le prix vient de monter en flèche. À mesure que nous avançons dans ce dossier, nous découvrons que la vérité est souvent dissimulée derrière des rapports de police et des délais de cour. Les traces de Chloé ne sont pas perdues. Elles sont gravées dans la mémoire de ceux qui refusent le silence. Pour comprendre l'ampleur de la tragédie qui s'est nouée au 216 de la rue Elgin, il faut d'abord s'immerger dans la réalité quotidienne de Chloé Lauzon-Rivard. À 29 ans, Chloé représentait une force vive de la société québécoise, une femme dont la valeur ne se comptait pas en actifs financiers, mais en capital humain. En tant que préposée aux bénéficiaires, elle évoluait au cœur de l'économie du soin, un secteur où l'on investit son temps et son énergie pour pallier la vulnérabilité des aînés. C'était une profession exigeante, où les gains ne sont pas seulement monétaires, mais résidant dans la dignité rendue aux autres.
Chloé était décrite par son père comme une véritable combattante, une femme qui avait dû travailler dur pour chaque dollar gagné, bâtissant sa vie avec une économie de moyens, mais une richesse d'âme qui forçait le respect. Elle était le pilier invisible d'un système de santé souvent à bout de souffle, une travailleuse de l'ombre dont la perte a laissé un vide immense, tant humain qu'économique, au sein de sa communauté de Granby. Dans sa vie privée, Chloé cherchait la même stabilité que celle qu'elle offrait à ses patients. Son investissement émotionnel dans sa relation avec Michael Dugas-Farcy, qui durait depuis près de 3 ans, semblait porter ses fruits. Le couple formait une cellule familiale apparemment équilibrée. Michael, 32 ans, avait apporté avec lui 2 enfants issus d'une union précédente. Chloé, avec cette générosité qui la caractérisait, avait adopté ses enfants dans son cœur, s'occupant d'eux comme s'ils étaient sa propre descendance. Pour beaucoup de femmes dans sa situation, l'attachement aux enfants du conjoint constitue une barrière psychologique puissante contre l'idée même de rupture. Le coût émotionnel de quitter un partenaire violent est souvent jugé trop élevé lorsqu'il implique de sacrifier le lien avec des enfants que l'on a appris à chérir. Aux yeux du monde extérieur, leur relation ne présentait pas de signes de faillite imminente. Il n'y avait pas de dettes émotionnelles apparentes, pas de cris qui alertèrent les voisins, seulement la surface lisse d'une vie de classe moyenne dans les cantons de l'Est. Cependant, sous cette façade de normalité, le passé de Michael Dugas-Farcy portait les stigmates d'une instabilité latente. En 2021, le système judiciaire avait déjà eu l'occasion de se pencher sur son profil. Des accusations de violence conjugale avaient été portées contre lui par le directeur des poursuites criminelles et pénales. À l'époque, le dossier représentait une opportunité pour l'État de réaliser un investissement dans la sécurité publique en neutralisant une menace potentielle. Pourtant, l'issue de cette procédure fut un acquittement. Dans l'économie du droit criminel, l'absence de preuves, hors de tout doute raisonnable, entraîne automatiquement la libération du suspect. Que ce soit par manque de témoignages, rétractation de la victime ou insuffisance de preuves matérielles, Dugas-Farcy a retrouvé sa liberté totale. Il est ressorti de cette épreuve judiciaire sans aucune condition de probation, sans obligation de suivi thérapeutique et sans que sa dangerosité potentielle ne soit inscrite dans un protocole de surveillance active. Ce fut, rétrospectivement, une perte sèche pour la prévention des féminicides au Québec. Cet acquittement de 2021 pose une question fondamentale sur la gestion des risques dans notre société. Comment évaluons-nous la valeur d'une alerte? Pour Chloé, le fait que son conjoint ait déjà été devant les tribunaux pour violence n'était peut-être qu'un détail, une erreur de parcours qu'elle pensait pouvoir corriger par son amour et son soutien constant. C'est le piège de la victime bienveillante. Croire que l'empathie est une monnaie d'échange suffisante pour stabiliser un individu violent. Chloé a investi ses économies émotionnelles dans une relation qui, sans qu'elle le sache, était déjà en état de déficit chronique. Le contrôle coercitif, souvent invisible, ne laisse pas de traces bancaires ou de blessures physiques immédiates. Il s'installe comme une taxe silencieuse sur l'autonomie de l'autre, réduisant progressivement sa liberté d'action jusqu'à l'asphyxie totale. Le drame survient le 2 janvier 2024. Alors que la province entame une nouvelle année avec des résolutions de prospérité et de croissance, Chloé Lauzon-Rivard voit sa vie brutalement interrompue. Les détails de cette nuit-là restent encore protégés par le secret de l'instruction, mais l'acte de violence qui a conduit à sa mort a été définitif. 3 jours durant, le corps de Chloé est resté seul dans l'appartement de la rue Elgin, une période où le temps semble avoir perdu toute valeur marchande. Pendant que le suspect, Michael Dugas-Farcy, fuyait vers Laurier Station, cherchant à gagner du temps et de la distance, la réalité de son crime commençait à s'installer. Sa fuite, s'étendant sur plus de 150 km le long de l'autoroute 20, témoigne d'une gestion de crise désespérée. Il a utilisé ses ressources et son véhicule pour tenter d'échapper à une dette envers la justice qu'il savait désormais inévitable. L'arrestation de Dugas-Farcy, survenue quelques heures seulement après la découverte du corps le 5 janvier, a été un gain d'efficacité notable pour la Sûreté du Québec. Grâce à l'utilisation de technologies de traçage et à une coordination rapide entre les districts, les enquêteurs ont pu localiser le fugitif avant qu'il ne disparaisse dans l'anonymat d'une plus grande métropole ou qu'il ne commette un autre acte désespéré.
Lors de son arrestation, l'homme n'était plus le partenaire calme décrit par certains membres de l'entourage. Il était un homme en pleine déroute, dont l'effondrement émotionnel lors de sa comparution allait contraster violemment avec la froideur du crime commis. Les observateurs au tribunal ont noté ses pleurs, ses mains tremblantes et son incapacité à s'adresser directement au juge sans l'intervention de son avocat. Était-ce la réalisation du coût humain de son acte ou simplement la peur de perdre sa propre liberté, le bien le plus précieux qu'il lui restait? La suite des événements a plongé la famille Rivard dans une forme de pauvreté administrative. Gilles Rivard, le père de Chloé, a dû affronter un système qui, malgré les investissements massifs promis par le gouvernement dans les tribunaux spécialisés en violence conjugale, a semblé faillir à sa mission de dignité. L'annonce de la date réelle du décès par une simple lettre du directeur de l'état civil a été vécue comme une insulte à la mémoire de sa fille. C'est ici que l'économie du système rencontre la réalité du deuil. Pour l'administration, il s'agissait d'une simple mise à jour de données. Pour un père, c'était la révélation que sa fille était restée seule, morte, pendant 72 heures sans qu'il ne le sache. Ce manque de délicatesse a un prix psychologique incalculable, aggravant un traumatisme déjà profond. Aujourd'hui, le dossier de meurtre au second degré contre Michael Dugas-Farcy est enlisé dans des procédures qui s'étirent. Le remplacement de son avocat pour des raisons de santé a provoqué un gel du calendrier judiciaire. Pour la couronne, chaque report est une dépense de ressources supplémentaires. Pour la défense, c'est un gain de temps qui permet d'analyser chaque pièce du dossier, chaque preuve génétique, chaque témoignage, dans l'espoir de trouver une faille. Mais pour la famille de Chloé, ce temps n'a aucune valeur positive. C'est un temps gelé, une attente qui les empêche de clôturer le chapitre le plus sombre de leur existence. La richesse de la justice ne réside pas seulement dans le verdict, mais dans la célérité avec laquelle elle est rendue. Dans l'affaire Chloé Lauzon-Rivard, la lenteur du système est devenue une forme de violence secondaire, une érosion constante de l'espoir des survivants. L'enquête criminelle, dans sa forme la plus pure, est une course contre la montre où chaque seconde possède une valeur inestimable, une monnaie d'échange entre la vérité et l'oubli. Le 5 janvier 2024 à 20h, lorsque les patrouilleurs du service de police de Granby pénètrent dans l'appartement de la rue Elgin, ils ne découvrent pas seulement une scène de crime, ils font face à un déficit temporel majeur. La découverte de Chloé Lauzon-Rivard marque le début d'une opération où les ressources de l'État vont être mobilisées massivement, un investissement logistique nécessaire pour répondre à l'horreur. Les premières constatations sont sans équivoque. Les marques apparentes de violence sur le corps de la jeune femme de 29 ans déclenchent immédiatement le protocole des crimes majeurs. Dans l'économie de la preuve, ces indices visuels sont les actifs les plus précieux des enquêteurs. Ils permettent de verrouiller la scène, d'exclure l'hypothèse d'un accident coûteux et de justifier le déploiement de la Sûreté du Québec. Le transfert de juridiction de la police municipale vers la SQ n'est pas qu'une question de procédure, c'est une optimisation des compétences pour une enquête qui s'annonce complexe, nécessitant l'expertise de techniciens en identité judiciaire dont le coût est justifié par la gravité exceptionnelle de l'acte. Pendant que les experts en balistique et en biologie légale commencent à inventorier chaque centimètre carré de l'appartement, une autre réalité bien plus sombre commence à émerger des rapports préliminaires. Le temps, ce capital que l'on ne peut jamais récupérer, a joué en faveur du suspect pendant 3 jours pleins, entre le 2 janvier, date réelle du décès confirmé plus tard par les autorités civiles, et ce vendredi soir du 5 janvier, un silence de 72 heures s'est installé. Ce post-mortem intervalle ou intervalle post-mortem représente une perte sèche pour la médecine légale. Au cours de ces 3 jours, les preuves volatiles peuvent s'évaporer, les traces d'ADN se dégrader et surtout, le suspect gagne un avantage stratégique considérable. Pour Michael Dugas-Farcy, ces 72 heures ont été un gain de temps inespéré, lui permettant de liquider ses attaches immédiates et de planifier une sortie de zone. L'hiver québécois, avec ses températures glaciales, a agi ici comme un conservateur naturel, un coffre-fort thermique qui a préservé l'intégrité du corps de Chloé, permettant aux pathologistes de reconstruire, malgré le délai, la chronologie de l'agression. Sans ce facteur climatique,
le coût scientifique de l'enquête aurait été bien plus élevé, rendant la détermination de l'heure du décès presque impossible. La traque de Michael Dugas-Farcy s'est alors organisée comme une opération de haute finance, rapide, précise et utilisant toutes les données disponibles. Dès que son identité a été confirmée comme personne d'intérêt, les enquêteurs ont activé le réseau de surveillance provinciale. Le suspect n'était plus un simple citoyen, il était devenu un passif pour la sécurité publique qu'il fallait solder au plus vite. En moins de 150 minutes après la découverte du corps, le filet s'est resserré. À 150 km de là, sur l'autoroute 20, les systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation et le bornage des téléphones cellulaires, des outils technologiques dont l'entretien coûte des millions à la province, ont porté leurs fruits. À Laurier Station, dans la pénombre de la région de Chaudière-Appalaches, les gyrophares ont mis fin à la cavale. L'arrestation de Dugas-Farcy à 22h30 n'a pas été le résultat du hasard, mais celui d'un investissement massif dans les communications interpolicières. L'homme, intercepté dans son véhicule, ne semblait plus disposer d'aucune ressource, ni matérielle ni psychologique. Sa fuite vers le nord-est, loin des centres financiers de Montréal, suggérait une désorientation totale, le geste désespéré d'un homme qui a tout perdu en un seul instant de violence. L'aspect le plus troublant de cette phase de l'enquête réside dans le contraste entre la rapidité de l'arrestation et la lenteur qui allait suivre. Une fois Dugas-Farcy sous les verrous, la machine judiciaire a commencé à calculer le prix de la justice. Accusé de meurtre au second degré, le suspect a été présenté au tribunal dans un état de détresse qui a frappé les observateurs. Ses larmes, abondantes lors de ses premières apparitions par visioconférence, ont été interprétées de diverses manières. Pour certains, c'était l'expression d'un remords sincère, une réalisation du vide immense laissé par la mort de Chloé. Pour d'autres, plus sceptiques, c'était la réaction d'un individu réalisant que son capital liberté venait de s'effondrer et qu'il allait passer les prochaines décennies dans l'économie carcérale. Le meurtre au second degré implique une intention de donner la mort sans préméditation, une explosion de violence qui coûte une vie et en brise plusieurs autres. C'est un crime qui, dans le code criminel canadien, entraîne une peine d'emprisonnement à perpétuité, mais où la véritable bataille juridique se joue sur le terrain de l'admissibilité à la libération conditionnelle, un enjeu qui se compte en années de vie. C'est ici que le dossier Lauzon-Rivard devient une étude de cas sur les failles du système. Le passé de Dugas-Farcy, et notamment son acquittement de 2021 pour violence conjugale, revient hanter les débats. À l'époque, le système avait jugé que l'investissement nécessaire pour condamner l'homme n'était pas supporté par des preuves suffisantes. Ce gain de liberté pour lui en 2021 s'est transformé en une perte tragique pour Chloé en 2024. Les experts en criminologie soulignent souvent que chaque intervention ratée du système judiciaire est une opportunité de récidive qui coûte cher à la société. Si l'on avait imposé un suivi, une thérapie ou une surveillance électronique à l'époque, le coût de ces mesures aurait été dérisoire comparé au prix d'une vie humaine et aux millions de dollars que coûteront désormais le procès et l'incarcération de l'accusé. La sécurité des femmes ne doit pas être soumise à une analyse de rentabilité, mais la réalité administrative montre souvent une économie de moyens là où une vigilance maximale est requise. Pour Gilles Rivard, le père de la victime, chaque jour qui passe sans procès est une érosion de son bien-être. Il décrit sa vie comme étant gelée, un état de stagnation émotionnelle où le temps n'a plus de saveur. Les reports successifs de l'enquête préliminaire, désormais fixés à la fin de l'été 2025, sont vécus comme des faillites répétées de l'institution. Dans le jargon juridique, on parle de l'arrêt Jordan, une règle qui fixe un plafond au temps qu'un procès peut prendre avant d'être annulé pour délai déraisonnable. C'est une protection pour l'accusé, mais pour la famille de la victime, c'est une épée de Damoclès. Si la défense parvient à accumuler suffisamment de retard, elle pourrait tenter d'obtenir un gain de cause technique, une issue qui serait une banqueroute morale pour la justice québécoise. Cependant, dans ce cas précis, les délais semblent causés par des problèmes internes à la défense, maladie et changement d'avocat, ce qui gèle le chronomètre de Jordan et protège paradoxalement la poursuite. L'enquête sur la mort de Chloé Lauzon-Rivard
nous rappelle que derrière chaque dossier criminel, il y a une gestion complexe des ressources humaines et techniques. Des techniciens qui analysent les taches de sang aux procureurs qui préparent leurs interrogatoires, tout est une question d'allocation de capital pour atteindre un objectif, la vérité. Mais pour la famille de la rue Elgin, la vérité a un prix que personne ne devrait avoir à payer. L'attente de plus de 20 mois pour une simple enquête préliminaire montre que le système judiciaire est en état de surchauffe, incapable de fournir un retour sur investissement émotionnel aux victimes dans un délai décent. La richesse d'une société se mesure à la manière dont elle traite ses citoyens les plus vulnérables, et dans cette affaire, le solde est tragiquement négatif. Le drame de Granby ne s'arrête pas aux constatations médico-légales ou à l'arrestation spectaculaire d'un suspect sur l'autoroute. Au-delà des rubans de scènes de crime, une autre forme de violence s'est installée, plus insidieuse, plus froide, la violence administrative. Pour la famille de Chloé Lauzon-Rivard, et particulièrement pour son père Gilles, le système judiciaire et bureaucratique québécois est devenu un labyrinthe où l'empathie semble être une ressource en pénurie, une économie de sentiments qui laisse les victimes dans un état d'appauvrissement émotionnel total. Dans cette quête de justice, chaque étape administrative est devenue un coût supplémentaire à payer, une érosion constante de la dignité humaine au profit de la rigueur procédurale. Le cas de Chloé est une démonstration flagrante de la manière dont une machine d'État, pourtant financée à grands frais par les contribuables pour protéger et servir, peut transformer le deuil en un processus déshumanisant, où la richesse d'une vie est réduite à des formulaires et des délais de traitement. L'un des épisodes les plus révoltants de cette saga concerne la manière dont Gilles Rivard a appris la véritable date du décès de sa fille. Imaginez un instant le poids de cette révélation. Jusqu'à un certain point, la famille croyait que Chloé était décédée le jour de la découverte de son corps, le 5 janvier. C'est la date qui servait de point de repère à leur douleur. Pourtant, c'est par une simple lettre, un document administratif standardisé provenant du directeur de l'état civil, qu'ils ont appris la vérité. Chloé était morte le 2 janvier. Cette information, capitale pour comprendre les derniers instants de la victime, a été livrée avec la même froideur qu'un relevé de compte ou une facture d'impôt. Dans l'économie de la communication gouvernementale, la délicatesse a été sacrifiée sur l'autel de l'efficacité cléricale. Recevoir une telle nouvelle par courrier, sans l'accompagnement d'un enquêteur ou d'un procureur, est ce que Gilles Rivard a qualifié d'acte inhumain. C'est une faillite morale du système qui, dans sa gestion de l'information, traite un meurtre comme un simple ajustement de base de données, oubliant que derrière chaque chiffre, il y a un investissement affectif brisé. Cette déconnexion administrative s'est poursuivie avec le traitement du corps de Chloé. Pendant 7 jours interminables, la famille a été empêchée de voir la jeune femme. 7 jours où le corps de Chloé était retenu au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal. Le Québec fait face à une crise majeure dans ce secteur, un manque criant de pathologistes et une surcharge de travail qui ralentissent toutes les procédures. Dans une société qui valorise la rentabilité et la vitesse, le secteur de la médecine légale semble être le parent pauvre des investissements publics. Ce délai de 7 jours n'est pas qu'une statistique. C'est un coup psychologique immense pour un père qui ne demande qu'à commencer son processus de deuil. L'impossibilité de tenir la main de son enfant ou de lui offrir une sépulture digne dans un délai raisonnable crée ce que les psychologues appellent une perte ambiguë, un état de suspension où la douleur ne peut pas être investie dans la guérison. La richesse de la vie de Chloé était ainsi suspendue à une file d'attente bureaucratique, une démonstration cruelle que même dans la mort, les citoyens sont soumis aux aléas d'un système en sous-effectif. Gilles Rivard a décrit son existence depuis janvier 2024 comme une vie gelée. C'est un terme particulièrement évocateur dans le contexte québécois, mais ici le gel n'est pas météorologique, il est judiciaire. Depuis l'arrestation de Michael Dugas-Farcy, la famille a dû composer avec une série de reports qui semblent ne jamais finir. Gilles rapporte s'être déplacé au palais de justice de Granby à 6 reprises, préparant son capital émotionnel pour affronter l'accusé pour finalement se faire dire, une fois sur place, que l'audience était reportée. Dans n'importe quel autre secteur économique, un tel manque de fiabilité serait inacceptable.
Pour une famille de victimes, c'est une torture. Chaque déplacement au tribunal représente un investissement en temps, en argent pour le transport, mais surtout en énergie mentale. Se préparer à entendre les détails sordides de la mort de son enfant pour se heurter à une porte close ou à une remise technique est une forme de banqueroute émotionnelle répétée. Le système, dans sa gestion des agendas, semble prioriser les contraintes des avocats et des juges, laissant les victimes au dernier rang des préoccupations logistiques. La raison principale invoquée pour ces délais est souvent liée au droit de l'accusé. Dans notre système de droit, la présomption d'innocence est un pilier fondamental, une valeur juridique dont le coût est parfois supporté par les victimes. Le changement d'avocat de Michael Dugas-Farcy, dû à des problèmes de santé du premier conseiller, a forcé une remise à zéro du calendrier. Le nouvel avocat doit désormais prendre connaissance des milliers de pages de preuves, un travail qui demande des mois de préparation facturés à l'aide juridique ou au fonds privé. C'est ici que l'on voit le déséquilibre financier de la justice. Alors que des sommes considérables sont investies pour garantir une défense pleine et entière à l'accusé, les ressources allouées au soutien direct des familles de victimes pour naviguer dans ce dédale restent souvent marginales. Gilles Rivard et sa famille se retrouvent spectateurs d'une joute oratoire et procédurale où ils n'ont pas leur mot à dire, attendant qu'une miette de justice leur soit enfin lancée. Ce sentiment d'injustice est d'autant plus fort que le crime a été classé comme le premier féminicide de l'année 2024. Le Québec a pourtant investi massivement, à coût de dizaines de millions de dollars, dans la création de tribunaux spécialisés et dans des programmes de sensibilisation à la violence conjugale après la vague meurtrière de 2021. Mais pour la famille Lauzon-Rivard, ces investissements semblent n'avoir eu aucun impact sur leur réalité. L'argent injecté dans le système n'a pas empêché Chloé de mourir, et il n'accélère pas le processus de vérité. Il y a une déconnexion flagrante entre les discours politiques sur la richesse des nouveaux services offerts et la pauvreté de l'expérience vécue par ceux qui sont sur le terrain. Le cas de Chloé met en lumière que la véritable réforme ne se compte pas seulement en dollars investis, mais en humanité retrouvée dans les rouages de la machine. La stagnation du dossier jusqu'en août 2025 pour l'enquête préliminaire signifie que la famille devra attendre plus de 600 jours après le meurtre pour simplement savoir si un procès aura lieu. Pendant ces 600 jours, le suspect reste présumé innocent, logé et nourri aux frais de l'État, tandis que Gilles Rivard doit continuer à travailler, à payer ses factures et à survivre avec l'image de sa fille disparue. C'est une économie de la souffrance où les intérêts ne cessent de s'accumuler pour les survivants. Le deuil de Chloé est devenu une dette que le système judiciaire refuse de rembourser rapidement. À travers le témoignage de Gilles, on comprend que le combat n'est plus seulement contre l'homme qui a ôté la vie à sa fille, mais contre une structure institutionnelle qui, par son inertie, semble nier la valeur de la perte subie. Cette période d'attente forcée permet toutefois de réfléchir à l'héritage de Chloé. Elle qui travaillait dans l'économie du soin, qui valorisait chaque vie qu'elle touchait, se retrouve aujourd'hui au centre d'un débat sur la défaillance des soins que l'État doit à ses citoyens après un crime. Les traces de Chloé ne sont pas seulement dans les rapports de police de la rue Elgin, elles sont dans le cri de détresse d'un père qui refuse que sa fille soit traitée comme un simple dossier administratif. La richesse de son combat réside dans sa volonté de dénoncer l'inhumanité du système, espérant que son expérience servira de leçon pour que d'autres familles n'aient pas à subir cette double peine, le crime puis l'indifférence bureaucratique. Alors que nous approchons de la phase finale de ce dossier, le regard de tout le Québec se tourne vers le palais de justice de Granby. Le mois d'août 2025 est désormais marqué d'une pierre blanche dans l'agenda judiciaire de la province. Pour Gilles Rivard et pour tous ceux qui ont suivi l'affaire Chloé Lauzon-Rivard, ces dates ne sont pas de simples chiffres sur un calendrier. Elles représentent l'investissement ultime de tout un système dans la quête de vérité. L'enquête préliminaire, prévue pour les 26, 27 et 29 août 2025, sera le moment où l'économie de la preuve rencontrera enfin la réalité des faits. Ce sera la première fois que la couronne déballera son capital d'indices devant un juge pour déterminer si le dossier contre Michael Dugas-Farcy possède une assise suffisante pour justifier un procès complet devant jury.
Dans le jargon légal, c'est une étape où l'on teste la rentabilité de l'accusation. Y a-t-il assez de preuves pour espérer un gain de cause, ou le dossier présente-t-il des failles qui pourraient mener à une banqueroute judiciaire? Avant de plonger dans les enjeux de ce procès à venir, si vous trouvez que ce récit apporte une lumière nécessaire sur les réalités du système judiciaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que les délais actuels de la justice sont acceptables pour les familles? Votre engagement nous aide à financer ces recherches et à donner une voix à ceux que le système oublie trop souvent. Abonnez-vous pour ne manquer aucune mise à jour sur ce dossier brûlant. Le procès de Michael Dugas-Farcy ne sera pas seulement le procès d'un homme, mais celui d'une certaine vision de la justice au Québec. Accusé de meurtre au second degré, l'enjeu pour lui est colossal, la prison à perpétuité. Mais dans l'économie du droit, la véritable variable d'ajustement sera la période d'inéligibilité à la libération conditionnelle, entre 10 et 25 ans. C'est ici que les procureurs tenteront de démontrer la richesse de l'atrocité du crime, utilisant chaque marque de violence sur le corps de Chloé comme un argument pour alourdir la facture temporelle de l'accusé. Pour la défense, l'objectif sera inverse. Tenter de réduire l'intention criminelle à un simple homicide involontaire ou à une perte de contrôle impulsive, espérant ainsi obtenir un gain de temps sur la sentence finale. Ils scruteront chaque rapport d'expert, chaque minute de l'interrogatoire policier, cherchant une erreur de procédure qui pourrait agir comme un crédit d'impôt sur la peine de leurs clients. Un aspect crucial qui sera débattu lors des prochaines audiences est l'application de l'arrêt Jordan. Cette règle constitutionnelle, qui impose un plafond de 30 mois pour les procès en cour supérieure, est le cauchemar de tout procureur. Dans l'affaire Chloé Lauzon-Rivard, le chronomètre a commencé à tourner dès l'arrestation en janvier 2024. Chaque jour de retard est un risque d'épuisement du capital tant de l'État. Cependant, le système possède ses propres mécanismes de sauvegarde. Les délais causés par la défense, comme le changement d'avocat ou la maladie, sont soustraits du calcul final. C'est une forme de comptabilité judiciaire complexe, où l'on essaie d'équilibrer le droit de l'accusé à un procès rapide avec le besoin de la société d'obtenir un verdict juste. Pour la famille de Chloé, ces calculs mathématiques semblent bien dérisoires face à la perte immense qu'ils ont subie. Pour eux, il n'y a pas de gain possible, seulement une réduction progressive de la dette de souffrance que la justice leur doit. Au-delà des murs du tribunal, le meurtre de Chloé Lauzon-Rivard s'inscrit dans une économie sociétale plus large, celle de la lutte contre les féminicides. Le Québec sort à peine des traumatismes de l'année 2021, une année noire où la province a connu une flambée de violences domestiques sans précédent. Le gouvernement a alors promis des investissements massifs, injectant des millions dans la création de tribunaux spécialisés. Mais le cas de Chloé nous rappelle que la richesse des moyens financiers ne suffit pas toujours à combler les lacunes de l'intervention humaine. Le fait que Dugas-Farcy ait été acquitté en 2021 pour des faits similaires montre que le système a fait un mauvais investissement à l'époque, pariant sur une réhabilitation ou un manque de preuves qui a fini par coûter la vie à une jeune femme dévouée. La société paie aujourd'hui le prix fort pour cet échec passé, le coût d'une enquête d'envergure, le coût d'un procès marathon et, surtout, le coût incalculable d'une vie humaine qui ne pourra jamais être remplacée. En conclusion, l'histoire de Chloé Lauzon-Rivard est celle d'une combattante qui a dédié sa richesse intérieure aux soins des autres, pour finalement être trahie par celui qu'elle aimait et délaissée par un système qui aurait dû la protéger. Son père, Gilles Rivard, continue de porter le flambeau de sa mémoire, refusant que sa mort ne soit qu'une dépense inutile dans les archives de la justice. Il demande des comptes, non pas en argent, mais en respect et en dignité. Le rendez-vous d'août 2025 sera le moment de vérité. Le Québec saura alors si ses investissements dans la protection des femmes portent leurs fruits ou si nous continuons à naviguer dans une économie de la justice à 2 vitesses où la bureaucratie prime sur l'humanité. Chloé Lauzon-Rivard ne sera jamais qu'un nom de plus sur une liste. Elle restera le visage d'un combat nécessaire, une étincelle qui, nous l'espérons, forcera le système à réinvestir dans ce qu'il a de plus précieux, la vie de ses citoyens. Justice sera-t-elle rendue à la hauteur de la perte? Le silence de la rue Elgin attend toujours sa réponse. Les traces de Chloé ne sont pas perdues, elles attendent simplement que la lumière soit enfin faite, quel qu'en soit le prix.